Est-ce que ça tourne? Et si? Je ne vois pas. Kesako. Oui, ça tourne. Pour y a une escouade pour traverser la Mais rivière non! de la folie. Je ne sais plus ce que je dis. Voilà, merde. Plein! Et même moins. Mauvais! Bon. Partons du postulat que la vie et la mort nous resteront à jamais mystérieuses en tant que telles. Mais libre à nous d'apprendre à les transcender pour les dépasser, ces notions. Tel que vous le dites, ça paraît un phénomène presque ésotérique et Oui. scientifico. En réalité, c'est un phénomène que nous expérimentons communément chaque fois que nous sommes soumis à des conditions extrêmes. Des conditions telles que celles de la guerre, par exemple. Tournons alors nos regards vers les soldats. Attendez, professeur Obvious. Il manque quelque chose, non? Elle nous importe, scientifico. Je suis un soldat du savoir. Je n'ai besoin que d'une bite et d'un couteau pour relever ce nouveau défi. C'est une façon de parler. Bon, vous n'avez pas besoin de moi, alors. Pourquoi? Vous avez mieux à faire? Et c'est-à-dire qu'il me faudrait un coup de main pour me débarrasser du corps d'un enquêteur. Laissons ça de côté et penchons-nous sur un film incontournable de l'histoire du cinéma. Et c'est un tel monument que c'est un peu intimidant pour un néophyte comme moi. Peut-être, mais il est tellement riche qu'il reste le meilleur choix à notre disposition. D'une certaine manière, j'ai comme la sensation que j'ai pour cette œuvre une affection particulière. Mais c'est comme si ce n'était pas vraiment de moi que cette sensation émanait. Je ne sais pas, c'est un peu étrange. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On cause ou on s'encule du coup? Enfin, je veux dire, on en cause ou pas du coup? Ah, dans le doute, je dirais que non. Non, enfin... Il devrait pas me faire engueuler là, normalement? Pas du tout, voyons, je suis tolérant, scientifico. Oui. Cette étude va m'en apprendre plus sur ce que je suis. Ben, l'alter ego de quelqu'un que nous connaissons tous les deux, non? Cette conclusion ne me convient pas beaucoup, pour ne rien vous cacher. Et ce sera une manière de remettre à plus tard tout le travail qu'il vous reste à faire pour vos candidatures universitaires. Les deux personnages principaux d'Apocalypse Now sont devenus des icônes de la culture cinématographique. Pour autant, nous devons convenir que le spectateur en sait assez peu sur ces derniers. Il y a bien le matériau du livre d'origine vers lequel on aurait pu se tourner. Mais l'ami Francis en a fait une adaptation bien trop libre pour que la littérature ne soit d'aucun secours cette Avec fois. une durée de 3 heures, on pourrait penser qu'il y a bien assez de temps pour savoir tout ce qu'il y a besoin de savoir sur ces personnages iconiques, mais paradoxalement, 3 heures est une durée extrêmement courte dans le cas qui nous intéresse. Vous ne vous êtes pas encore débarrassé du cadavre de l'enquêteur, dites-moi. À 1000 minutes, non, c'est que je ne peux pas tout faire non plus. Ne faites pas ces reproches. En fait, je me disais que, puisque vous avez un cadavre sous le coude, ce serait peut-être l'occasion de tester votre lecteur de souvenirs cadavériques. C'est brillant, professeur Obvious. Mais Encore du courrier pour vous. rien que des offres pour un poste d'enseignant universitaire. Mais- Mais je croyais que c'était ce qu'on attendait pourtant. En bref, Concernant nos deux chouchous du jour, ce ne sont pas tellement leurs biographies qui nous intéressent. dites-leur pourquoi. Est-ce que je sais pourquoi, moi? Parce que ce sont moins des personnages que des archétypes, nos deux chouchous du jour. Tout à fait. La convention d'usage qui consistait à réduire les biographies des personnages fictifs à peau de zob était très courante à cette époque. Jusqu'à l'avènement des séries et leur manie de tout expliquer sur tout et à tout le Le monde. soldat Willard me rappelle quelqu'un dont le psychisme avait une étrange promiscuité. À moi aussi, scientifico. Se pourrait-il qu'il s'agisse de la même personne? Ce serait une coïncidence qui tiendrait du fantastique, professeur. Le jeune homme auquel je pense avait cette même manie que le soldat Willard de s'attaquer à des golems en ne s'armant que d'une épée en bois. Scientifico. C'est une métaphore, bien sûr. Ah, mais celui auquel je pense aussi. Non, mais ça va. Par contre, j'ai un trou de mémoire quant à son nom. Le plaisir du vice, non? Quelque chose comme ça. Non, le wish à plaisir, je crois. Bref, retroussons-nous les manches et jetons-nous à l'eau. Là aussi, c'est... Une métaphore. L'histoire connue du soldat Willard commence par une permission pendant la guerre du Vietnam. Stop. On ne peut pas continuer sans dire un mot de la virtuosité de la scène qu'il introduit. Un seul mot? Italie, alors. Oui, bon, l'acteur était ivre lors de sa prestation, à ce qu'il paraît. Mais à la limite, on s'entend pas de En effet, l'alcool n'est qu'un prétexte pour mettre en évidence la folie latente qui habite Willard. D'une certaine manière, tout le sens du film est contenu dans cette seule scène d'anthologie. Mais on va faire comme s'ils étaient trop débiles pour le comprendre, parce que sinon la vidéo s'arrête là. Attendez, j'avais pas coupé la caméra. Bon, c'est quand j'ai fait l'expérience de ce film que j'ai compris et appris la désespérance humaine. Moulin avant! Professeur, mon lecteur de souvenirs a fonctionné sur le cadavre de l'enquêteur. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que je sais maintenant de source sûre que je suis recherché par les autorités sous prétexte que je serais mêlé à des disparitions et décès accidentels. Et ce n'est pas le cas? Si, mais vous admettrez que c'est enquiquinant quand même. Continuez de palabrer sur Willard. Entre traumatisés, vous devriez développer un certain lien de sympathie. Initialement, le soldat Willard est donc sorti de sa permission par ses supérieurs et envoyé au Vietnam pour y retrouver le colonel Kurtz, alors porté disparu.
Réalisé quelques années seulement après la fin du conflit réel, la portée politique du film était alors beaucoup plus forte et présente que pour un spectateur moderne. La guerre du Vietnam a beau ne pas être le sujet du film, elle l'enrobe d'un cadre interprétatif trop évident pour être ignoré. Si vous voulez jouer à qui a la plus grosse dans le domaine des évidences, je peux aussi faire une diatribe sur l'atrocité de la gratuité de la guerre en général. Non mais ça va, je le mentionnais juste comme ça. L'atrocité de la gratuité, Kizako. La scène wagnérienne est la plus illustrative de cette approche. Dans cette dernière, comme dans tant d'autres ensuite, on se rend compte que le meurtre est relégué au rang de jeu par les soldats sur le terrain. La mort, la mutilation et la souffrance ne font sens pour eux que quand elles leur sont infligées, mais jamais quand ce sont les Vietnamiens qui la subissent. Apocalypse Now peut être une introspection utile si l'on cherche un remède à sa propre folie. Hey, mais vous n'êtes pas fou, non? Non, pas moi, non. Je réfléchissais à haute voix pour l'ami dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi son nom persiste à m'échapper? Scientifico. Et vous voulez pas m'analyser encore une fois pour que je sois bien sûr que je ne suis pas un alter ego? Non, vous avez trop d'indépendance physique et psychique pour être l'alter ego de qui ou de quoi que ce soit. Faites-moi confiance, je vous dis. La monstruosité de ma rigueur scientifique a donné lieu à de nombreuses légendes urbaines, si ça peut vous rassurer. Enchaînons plutôt avec Willard, finalement. Après son débarquement wagnérien, il incorpore une escouade pour traverser la rivière de la folie. Ah bon? Et c'est sur quelle carte que vous la voyez appelée comme ça? Sur aucune, mais la symbolique de l'eau est rattachée à celle de la folie dans le film. Oh, mais c'est pour ça le plan à la fin! Est-ce qu'on dit un mot sur la manière de mettre en scène l'environnement? Non, restons plutôt sur la carrière du soldat Willard. Bien vite, dans le déroulé de son aventure, la guerre dans laquelle le groupe évolue n'est plus du tout un problème. Ce que je veux dire, c'est que la guerre en elle-même, à l'échelle étatique, est oblitérée dans les thématiques. Ce qui intéresse Coppola, c'est la folie humaine, voyez-vous. La guerre, en fait, Francis ne s'en sert que parce que c'est un moyen simple et percutant de mettre en exergue cette folie dans des proportions très radicales. Ce qui demeure de la guerre, passé l'introduction, ce sont ses conséquences sur les psychismes. Car, finalement, dans la vision de Coppola, la folie individuelle est plus dangereuse que la guerre pragmatique, et malgré les apparences. Quand je disais que je ne savais pas me servir d'une hache, vous me l'avez laissé entre les mains et voilà le résultat. À quoi ça ressemble maintenant? C'était quoi à la base? Le cadavre de l'enquêteur, pardi. Fallait bien le découper en morceaux pour le charger dans le coffre. Vous aviez aussi peu d'éthique quand vous étiez en post-laboratoire subatomique, Scientifico? Moi-même. Comment vous croyez que j'ai obtenu des résultats aussi brillants aussi vite? À l'autre bout de la rivière, à l'autre bout de la folie donc, Willard atteint l'antre de la déraison. Mais non, il se passe des trucs entre-temps. Plein. Mais ça joue trop avec la mise en scène. À l'oral, on peut pas le retranscrire. Willard fait donc enfin la rencontre du colonel Kurtz, complètement désincarné. Mais qu'est donc devenu le colonel Kurtz, me direz-vous? Bande de chenapans. Eh bien, il est l'archétype de l'ombre du protagoniste qu'est le soldat Willard. Autrement dit, Kurtz est ce que Willard deviendra s'il continue son voyage psychologique. Qu'est-ce qu'est devenu le colonel Kurtz? Bande de petits curieux. Une pensée, l'ombre d'un esprit communautaire dégénéré par la guerre et la folie. Un homme à la lisière à la fois de la folie pure et d'une sagesse antique. Du point de vue technique, le Kurtz symbole, en tant que colonel émérite disparu, le Kurtz militaire incarne l'élixir. Bien, mais le Kurtz gourou, en tant que chef des autochtones, le Kurtz transformé par la guerre, incarne l'ombre. Enfin, le Kurtz individu, en tant qu'être humain, le Kurtz intime, j'ai envie de dire, incarne l'antagoniste. Ah oui, bon, c'est alambiqué, mais le film joue à être tous nos référentiels en berne aussi, alors bon, je fais ce que je peux. Avec tout ce que vous avez pondu comme travaux, vous avez jamais étudié la folie de Kurtz? Aidez-moi à charger les morceaux du cadavre dans le coffre au lieu de nous enquiquiner avec ça. Vous croyez pas que je vais tout finir tout seul? C'est-à-dire que j'ai peur que ça fasse tâche dans mon curriculum si jamais on se fait pincer pendant qu'on le transporte. Et quelle différence est-ce que ça fait puisque vous n'acceptez pas les offres qui vous sont faites pour aller enseigner? Parce que les conditions qui me sont proposées ne me satisfont pas. Mais je négocie dardard. Autrement dit, vous ne comptez pas me filer un coup de pouce si je comprends bien. Et vous pouvez pas demander à votre ami mystérieux plutôt? Mais je ne sais même plus son nom! Et vous le connaissez aussi maintenant, j'en suis sûr! Bon, suite à la confrontation de Willard et Kurtz, Willard parvient à échapper à la détention de son geôlier. L'instinct de conservation le plus élémentaire aurait voulu qu'il accourt pour rentrer chez sa mère une fois libre. Mais comme nous l'avons dit, Willard est un archétype avant d'être un personnage.
En tant que protagoniste, il opère donc un retour inévitable vers l'objet de sa mission initiale. Lors de cette seconde confrontation, Willard est lui aussi devenu une incarnation de la psyché humaine. D'une manière parente à celle de Kurtz, il transcende sa condition d'être humain pour vaincre le colonel. Dans cet ultime geste, on peut interpréter que Willard tue sa rédemption humaine, ce qui est un point de vue, je l'accorde. En revanche, de mon point de vue, à moi, le professeur Obvious, Willard est en fait inaccessible à ses considérations passéistes. Il est devenu autre chose. Plutôt que de triompher du monde extraordinaire par la force, il s'y est intégré, au point qu'il est reconnu par ce monde extraordinaire qu'il a transformé. Le message vis-à-vis de la guerre est fort et limpide. On ne remporte aucune guerre en détruisant l'adversaire. La seule issue qui a valeur de victoire est de comprendre et se faire comprendre de son ennemi, pour qu'il n'en soit plus un. Vous outrepassez vos prérogatives de professeur Obvious, professeur Obvious. Parce que vous croyez que j'ai donné des réponses, comme tous les autres. Arrêtez d'avoir la stupidité de croire que j'ai jamais livré aucune réponse. Je ne propose que des points de vue, qui ne sont même pas nécessairement les miens. Il faudrait être stupide ou alors atrocement hypocrite pour prétendre décerner une objectivité dans une œuvre. Il se pourrait que vous soyez un alter ego, tout compte fait. Du point de vue physique et matériel, vous disposez d'assez peu d'autonomie. Ah, faudrait savoir, je croyais que vous étiez sûr de vous. Mais non, mais pas vous. L'enquêteur que j'ai Oxy. Mon lecteur de souvenirs marche même sur un bout de cadavre. C'est bon à savoir au cas où. Au cas où quoi? Vous comptez en décaniller un par semaine des enquêteurs. Tout compte fait, je vais peut-être revoir mes exigences à la baisse pour le poste d'universitaire. C'est bizarre. Pourquoi vous êtes tout accablé tout à coup? À vous de me le dire, scientifico. Il y a une part de moi qui se sent complètement découragée et démoralisée. Mais je sais que ce n'est pas tout à fait moi qui ressens ça. Si nébuleuse et personnel que soient vos ressentis, j'ai comme l'impression de les partager. Mais comment ça se fait-il? Achevons sur le cas du soldat Willard avant que l'on perde complètement pied. Mais vous avez déjà conclu son histoire. En effet, le film s'arrête sur cette intégration par la communauté autochtone. Et certains petits cons pourraient se sentir frustrés de ne pas savoir comment finit le soldat Willard. Ces petits cons seront au plaisir d'apprendre que ce n'est pas de la vie dont il est question, que ce n'est pas non plus de la mort dont il est question. Dans Apocalypse Now, il est question de la nature de l'esprit. Il n'y a donc rien de surprenant ou de faux à ce que l'histoire s'arrête quand Willard a atteint les cimes et les profondeurs de cette question. Ce raisonnement va à l'encontre de votre obsession pour l'omniscience. Vous avez raison, mais je me suis rendu compte que le savoir générait de l'ignorance. Aussi, je me suis mis en tête qu'il était mieux de commencer à désapprendre les choses plutôt que d'en apprendre de nouvelles. Vous voyez ? Il a bougé. Évidemment que j'ai bougé, à 107 000 km/h autour du soleil, comme tout ce qui est dans mon champ gravitationnel. L'enquêteur, je voulais dire. C'est à cause de mon lecteur de souvenirs. Il faut que vous me fassiez penser à le débrancher, sinon ça peut réanimer les cadavres un petit moment apparemment. C'est une invention révolutionnaire que vous tenez là, non? Pas plus que mon aimant à ondes mitigées. Quelqu'un qui n'est pas moi, mais dont je partage les ressentis et les pensées, a un rapport très personnel à Apocalypse Now. Le film exerce un attrait mystique sur ce quelqu'un auquel je suis moi aussi connecté. C'est bien beau de le dire, scientifico. Mais à quoi ça tient? Au coup de génie artistique, indéniablement. Nope. Bon, enfin, oui. Un peu. Bon, beaucoup même, mais pas que. Pas que ça. Ça tient surtout à une réceptivité adéquate. En fait, je crois même que vous êtes son alter ego, professeur Obvious. Dites-moi, juste pour vérifier, dites-moi. Est-ce qu'il est capable de vous cacher des choses? Absolument pas. Mais moi, oui, par contre. C'est tout... Quoi? Attendez, mais non! Mais comment ça peut marcher dans ce sens? Enfin, c'est l'inverse, bah oui, maintenant. je sais! C'est pour ça qu'il arrêtait pas de faire son petit chef avec moi, pour prouver le Et contraire. après, on dit que c'est moi le danger public. Mais c'est vous le fou furieux qui êtes dangereux. Qu'est-ce que vous êtes, professeur Obvious? C'est la question que je pose depuis 2 émissions. Faites votre conclusion sur Willard et allons nous débarrasser du corps. On discutera chemin faisant. Nous avons évoqué la nature surhumaine que peut acquérir un personnage fictif, mes petits loulous. Un personnage fictif n'est pas affecté par la vie au sens usuel du terme. Retenez ça. Mais il n'est pas non plus affecté par la mort telle que nous la concevons. Retenez ça aussi. Bien que j'outrepasse mes prérogatives, je dois dire qu'un personnage fictif n'est pas uniquement affecté par son créateur. Vous allez trop loin là. Vous avez une fin à votre raisonnement. Comme me l'a prouvé notre ami commun, un personnage fictif est surtout et avant tout affecté par l'appropriation que s'en font les consciences qui reçoivent son histoire. De Dieu que c'était long. J'ai eu le temps d'improviser un bac d'acide pendant ce temps. Ça nous évitera de prendre la route et de nous faire contrôler avec un truc pareil sous notre cathédrale. On vous a déjà dit que vous étiez quelqu'un de dangereux, scientifiquement? Oui, mais je ne m'en rends pas compte et je ne le fais pas tout à fait exprès. De sorte que si vous voulez, j'ai toujours l'air plus ou moins d'être... Non d'une pimprenelle. C'est vous. Évidemment que c'est moi. Qui voulez-vous que ce soit? Parfois, je me demande vraiment... Bon sang!
Lewis, c'est toi! Et alors, tu comptes allumer un cierge à chaque fois que tu vois ma gueule? À la semaine prochaine.